La proposition 8 d'Alain consiste à dire ce qu'il nous faut, c'est disons un grand programme piloté au niveau européen par l'équivalent européen d'un commissariat au plan, si vous voulez, financé par la Banque européenne d'investissement, qui consisterait à regarder, disons, tous les grands postes budgétaires sur lesquels il nous faut amorcer une transition de manière rapide. Alors par exemple la question du logement, en particulier du logement social, donc la réhabilitation du logement de manière que celui-ci soit beaucoup plus économe en énergie fossile. La question des transports, si nous voulons réduire notre dépendance à l'égard du pétrole, il faut absolument pouvoir développer le train, le ferroutage. La question des industries vertes, la question de la capture du CO2 dans les centrales à charbon, la question d'une agriculture décarbonée, etc. Voilà. Alain, à la suite de la Fondation pour la Nature et pour l'Homme, chiffre, disons, le coût total d'un tel investissement, d'un tel programme d'investissement, à 600 milliards d'euros pour la France, qui pourrait s'étendre sur 10 ans, donc 60 milliards tous les ans. Évidemment, il faudrait dupliquer l'exercice à l'échelon européen et faire en sorte que la Banque européenne d'investissement puisse financer un tel programme. Manifestement, les ingénieurs comme Alain, Carbone 4 et un certain nombre d'autres institutions ont dans leur carton des plans pour mettre en œuvre ce type de programme de transition. La grande question qui se pose aux économistes et aux décideurs politiques, c'est comment le financer. Alors, la première idée qui vient à l'esprit, c'est évidemment le financement privé. La grande difficulté, c'est que ce type d'investissement, pour la plupart, ne rapporte rien avant 10 ans. Donc, c'est très difficile de demander au privé de financer de tels investissements. Surtout lorsque, par ailleurs, la sphère financière propose des investissements avec des rendements de 15% par an, au bas mot. Donc, le diagnostic que nous faisons, nous, dans ce bouquin, c'est que c'est probablement pas à la sphère privée qu'on peut demander aujourd'hui de financer un tel programme, d'autant qu'aujourd'hui, en Europe, elle est plutôt dans un processus de désendettement. Parce que la sphère privée elle-même est relativement endettée, pas seulement la sphère publique. Donc, probablement, ce n'est pas du côté du privé qu'on aura un financement conséquent pour amorcer la pompe d'une transition écologique, énergétique, climatique. Du coup, il faut passer à un financement public. Comme les caisses des États sont vides pour la plupart, c'est assez problématique, sauf à supposer que la Banque européenne d'investissement amorce la pompe avec des fonds publics et des fonds privés et se fasse refinancer auprès de la Banque centrale européenne. Ça, disons, si on arrive à le mettre en œuvre, ça permettrait d'injecter les centaines ou voire les milliers de milliards qu'il faut dans l'économie pour pouvoir financer, amorcer la pompe d'un tel plan de transition écologique. Un tel plan serait très vraisemblablement créateur d'énormément d'emplois. Les travaux de la Commission européenne chiffrent à 6 millions d'emplois créés le résultat du seul processus qui consisterait à essayer de réduire notre émission de gaz à effet de serre de 20% d'ici 2020. Et ce dont je parlais tout à l'heure, le plan de transition, ça inclut la réduction des gaz à effet de serre, mais c'est évidemment beaucoup plus vaste. Si vous imaginez le type de travaux qu'il faut faire au niveau de l'habitat, au niveau du train, il faut réhabiliter probablement l'ensemble du réseau ferroviaire extrêmement dense que nous avions en France après-guerre, et que nous avons détricoté parce que nous avons estimé qu'il n'était pas rentable. Donc ça, c'est des travaux pharaoniques, extrêmement créateurs d'emplois, et d'emplois qui ne sont pas délocalisables. Donc, pour la France, c'est certainement plusieurs millions d'emplois créés. Donc, ce type de programme de transition serait générateur d'emplois. Ça diminuerait notre dépendance au pétrole. Et quand on sait que, très vraisemblablement, l'offre réelle de pétrole va être contrainte dans les années qui viennent, c'est un enjeu majeur pour notre société. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de contrainte sur l'offre réelle de pétrole? C'est un diagnostic qui est très simple. C'est que du pétrole, il y en a encore beaucoup sous la terre. Il n'empêche que la taille du robinet qui permet d'extraire du pétrole tous les jours est bornée. Aujourd'hui, en gros, sur la planète, on extrait pas très loin de 90 millions de barils par jour. Disons, il y a un plafond technique d'extraction du pétrole qui probablement tourne autour de 100 millions. Alors, si on prend les techniques d'extraction conventionnelles de pétrole, le pic du pétrole, c'est-à-dire le plafond technique d'extraction, a déjà été atteint. D'après l'Agence internationale de l'énergie, il a été atteint en 2006, ce que l'agence elle-même a reconnu publiquement dans son rapport de 2010. Et ça, c'est fondamental parce que si on réfléchit 2 minutes, on se rend compte que le pétrole, c'est pas simplement la filière pétrole que nous importons en Europe, mais c'est la quasi-totalité de nos importations. Puisque, ne serait-ce que pour importer des crevettes de Thaïlande, il faut qu'elles prennent un bateau. Et le bateau, ça fonctionne avec du pétrole. Christophe de Margerie, le PDG de Total, l'a dit l'an dernier,
Le litre de super à 2 euros, c'est pour demain matin. La question de savoir si ça va arriver ne se pose plus. La question qui se pose, c'est quand ça va arriver. Et un prix du pétrole qui devient très élevé, on imagine que c'est une secousse cataclysmique pour l'économie européenne. Voilà. Donc la question pour nous, c'est comment nous prémunir. Et le meilleur moyen de nous prémunir, c'est de diminuer notre dépendance au pétrole. Donc, par un paradoxe qui n'est qu'apparent, le meilleur moyen de limiter une source majeure d'inflation pour l'Europe dans les années qui viennent, c'est d'injecter de la monnaie pour financer un plan de transition industrielle et agricole qui nous rende moins dépendants du pétrole. Comme je le disais tout à l'heure, ce plan pourrait être financé par la Banque européenne d'investissement, elle-même refinancée par la Banque centrale européenne. Alors, pour ce qui est du risque inflationniste, c'est vrai que c'est un vieux serpent de mer. Dès qu'on parle de création monétaire, il y a un certain nombre d'économistes et de décideurs qui se lèvent tout de suite pour crier à l'inflation. Alors là-dessus, il y a un certain nombre de clarifications qu'il faut faire immédiatement. La première, c'est que rien ne prouve aujourd'hui qu'une création monétaire bien orientée serait inflationniste. Pour la raison suivante, c'est que si nous ne faisons rien, nous plongeons aujourd'hui dans la déflation. C'est-à-dire les plans d'austérité budgétaire que nous infligeons à toute l'Europe vont faire baisser les prix et vont nous enfoncer dans une récession très profonde. Donc le risque majeur aujourd'hui, ce n'est pas un risque d'inflation, à mon sens, c'est un risque de déflation. Donc si nous créons un peu de monnaie, et si c'est un peu inflationniste, eh bien c'est une très bonne chose, parce que ça nous permet de sortir de la trappe à liquidité dans laquelle nous menaçons de nous enfoncer. Alors si en ne faisant rien, nous avons des prix qui baissent, en créant un peu de monnaie, nous aurons des prix qui augmenteront très lentement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que la source principale d'inflation aujourd'hui, en Europe, ça ne sont certainement pas les salaires, puisque ceux-ci sont bridés par le dumping salarial des pays émergents, de la Chine par exemple, mais probablement ça vient essentiellement de l'énergie, de la hausse du coût de l'énergie. Le baril du pétrole est passé en quelques années de 15 à 100 dollars, et c'est ça qui probablement est essentiellement facteur d'inflation aujourd'hui, et pas du tout, disons, une création monétaire débridée. Voilà. Troisièmement, quand bien même nous aurions un peu d'inflation, si nous avons 6% d'inflation par an, est-ce que c'est une si mauvaise chose compte tenu du fardeau des dettes que nous avons à écluser aujourd'hui? Un peu d'inflation, ça permet d'alléger le fardeau des dettes. Quatrièmement, un peu d'inflation, ça ne veut pas dire ipso facto de l'hyperinflation. Souvent, dans les discours politiques sur ces questions-là, il y a un passage à la limite très rapide. Avoir 6% d'inflation, ça ne veut pas dire qu'on aura 200% d'inflation l'année suivante. Pas du tout. Quatrièmement, souvent dans l'imaginaire collectif, il y a une association entre le risque hyperinflationniste et, disons, l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. C'est en tout cas certainement ce qui habite l'imaginaire collectif d'une partie de nos amis allemands. En réalité, c'est complètement faux. C'est-à-dire que Hitler est arrivé au pouvoir après 3 ans de politique d'austérité budgétaire déflationniste mise en place par le chancelier Brüning de 1930 à 1933. Autrement dit, ce qui ouvre le boulevard à l'extrême droite au pouvoir, c'est certainement pas l'hyperinflation. L'hyperinflation en Allemagne, c'était au milieu des années 20. C'est la déflation que nous sommes en train de pratiquer aujourd'hui. Donc si nous voulons aménager, disons, ouvrir la porte à l'extrême droite en Europe, qui est déjà au pouvoir en Espagne, pardon, en Grèce, il faut continuer ces plans d'austérité budgétaire. Si on veut proposer autre chose, il faut avoir une manière intelligente de proposer de la création monétaire orientée vers des projets industriels innovants qui permettent d'assurer la transition écologique, climatique, énergétique.